Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission avec ce mardi nos chroniqueurs habituels, Jean-Pascal Vallée, Alix Lanos et René Monnier-Beaumont. Bonjour à tous les trois, ça va bien? Bonjour, bonjour. Toujours en forme. Toujours en forme. Toujours. Jean-Pascal, vous avez préparé quoi aujourd'hui? Fruits de saison. Fruits de saison. Mais Pêche de vigne et mûre. Pêche de vigne et mûre. Ah, Les dernières mûres. Sirop, salade de fruits. Oui, des sirops maison. Ah, maison. Pour les enfants et les grands-enfants. Très bien. On pourra goûter bien sûr. Exceptionnellement. Exceptionnel. Alix, aujourd'hui vous allez On zen. se détend, zen, on prend un petit cours de yoga. Très bien, ce sera dans la deuxième partie tout à l'heure. Et René, aujourd'hui, nous emmenez... Eh bien, je vais vous emmener au large, mais de la littérature maritime vis-à-vis de la Vendée, c'est-à-dire nos grands projets de transformer la Vendée en phare de la littérature maritime. Très bien, on en parlera dans un instant. Cédric Mantovani, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du jour aujourd'hui. Vous êtes comportementaliste. Alors pas canin ou félin, on ne précise pas derrière. Vous êtes comportementaliste tout court. Définissez-nous déjà votre métier. Vous occupez des animaux, mais finalement beaucoup plus de leur maître. Si on veut, oui. Ouais. Donc en fait, le comportementaliste, c'est un spécialiste de la relation homme-chien ou homme-chat, voire même NAC aujourd'hui, parce qu'on a les nouveaux animaux de compagnie, les rongeurs qui font partie de plus en plus de la famille, donc qui posent aussi des problèmes. Quant à moi, donc, je suis plus spécialisé dans le domaine canin, tout ce qui est félin et nouveaux animaux de compagnie. Donc vous êtes une sorte de médiateur entre le maître et son chien, on pourrait dire ça? Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'interviens vraiment quand il y a des problèmes au sein de la famille, en général des problèmes de comportement. Donc en général, les maîtres font appel à moi. Quand ils sont perdus, quoi. Quand ils sont totalement perdus, souvent c'est des cas d'agressivité où vraiment ils n'arrivent pas à faire face. Bien souvent c'est dans l'urgence. On ne sait plus quoi faire de notre chien, on risque de l'euthanasier. Alors ça, en général, on se dit plutôt que c'est un dresseur qu'on s'adresse ou un vétérinaire. Quelle est vraiment la différence entre tous ces métiers? Alors justement, le comportementaliste, lui, ne va pas intervenir directement sur l'animal. Si vous voulez, il va fonctionner dans un système, dans la famille en fait, voir comment ça se passe au sein de la famille. Parce que le chien peut avoir des stress, peut être anxieux, tout comme nous. Donc tout changement, déménagement, arrivée d'un bébé dans la famille, le stress du travail des propriétaires peut causer un stress au chien et donc peut aller jusqu'à une conduite agressive du chien. D'accord. Donc en fait, nous, on est vraiment là, médiateur pour essayer de comprendre, établir ce qu'on appelle un profil comportemental pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, pourquoi le chien a changé de comportement. Tandis que le dresseur et le vétérinaire comportementaliste, lui, va agir directement sur le chien. D'accord. Donc ça veut dire, je vais apprendre au chien à se mettre assis, le rappel des ordres de base, mais ne va pas forcément régler les problèmes de comportement à la base, quoi. Donc en fait, le maître vient vous voir, pas forcément avec son chien, même en général sans son chien. C'est sans son chien. Sans son chien. Sans son chien. Son chien ne vous dira pas grand-chose. De toute façon, le chien ne me dira pas grand-chose. Malheureusement, il n'a encore pas cette capacité à communiquer avec nous. Donc l'entretien individuel dure environ 2 heures. Et donc on voit vraiment par étapes tout ce qui se passe, tous les changements qu'il y a pu avoir dans la famille. On parle vraiment de tout, même des fois des problèmes personnels de chaque propriétaire, qui peut jouer en fait sur le caractère du chien. Quels outils vous avez à votre disposition pendant la séance? Uniquement, c'est un entretien individuel, uniquement un magnétophone qui me permet, moi, d'enregistrer nos conversations pour après pouvoir les réécouter si j'ai passé à côté de quelque chose. Mais après, sinon, c'est vraiment à huis clos et c'est entre nous. C'est vraiment... Est-ce que finalement, le propriétaire vient vous voir quand finalement le chien ne correspond plus à l'idée qu'il s'en faisait au départ? Oui, souvent c'est ça en fait. C'est vraiment... Ce que je disais, c'est vraiment le cas d'urgence, quoi. Mon chien avant était adorable, du jour au lendemain, il mord ou il a mordu mon fils, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur les chiens dangereux, ça devient un fou, il va falloir le tuer. S'il vous plaît, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Est-ce qu'il y a des erreurs fatales que font beaucoup de maîtres, que vous arrivez à identifier, vraiment des choses communes? Non, je pense pas qu'il y a d'erreurs fatales. Maintenant, il y a beaucoup
il y a beaucoup de on-dit, de choses qui s'est transmis au fur et à mesure et qu'on pense qu'il va perturber le chien. Mais au contraire, ça ne perturbe pas plus que le chien. Je prends par exemple le cas de dormir avec son chien. Ouais. Aujourd'hui, on dit dormir avec son chien. Si on fait ça, le chien va devenir dominant sur le maître. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Il ne faut pas que le chien garde sa place, garde vraiment une place précise dans la famille. On peut se permettre d'en... Alors, il ne faut pas non plus aller dans l'exagération non plus. Mais je veux dire, à partir du moment où le comportement du chien ne nous dérange pas, à partir du moment où il dort dans la chambre, et je veux dire qu'en termes d'hygiène, ça ne nous dérange pas, pourquoi pas, quoi. Il peut très bien rester dans la chambre, tant que ça ne va pas trop loin non plus. À partir du moment où il a un comportement gênant dans la chambre qui vient sur le lit, qui empêche monsieur ou madame de rentrer dans le lit, Oui, et que là, pour les propriétaires, c'est un comportement gênant, dans ces cas-là, oui, là, il faut intervenir et remettre des règles. Vous avez un chien, Jean-Pascal? Oui, oui. Ah oui? Mais, Il dort avec vous? Est-ce qu'il dort? non, mais... C'était un gros, parce que malheureusement, elle est morte et je l'aimais beaucoup. C'était un labrador. Ah, d'accord. Et qui était fantastique. Mais vous Fantastique. dites encore que vous avez un chien pourtant? Parce qu'elle fait toujours parmi nous. Parce que quand on aime vraiment les animaux, ce sont des êtres exceptionnels. Je veux dire, moi je les aime beaucoup. Mais où c'est que je voulais en venir? C'était ma question. C'est qu'en cas d'urgence, parce que quand vous avez, par exemple, en cas de déménagement, un chat qui devient plus ou moins, je veux dire, qui perd son contrôle, etc., vous aidez le maître. Mais il y a quand même l'urgence de l'animal. Alors, le fait d'aider le maître, en fait, je lui donne ce qu'on lui donne, effectivement, ça va être des clés pour savoir comment lui doit réagir pour que la situation change. Faut savoir qu'un chien, à partir du moment où on est clair avec lui, que les signaux sont clairs, la rémission, elle est quasi immédiate. Le problème, c'est que les propriétaires, quand ils viennent dans un entretien avec moi, c'est qu'ils vont faire 60% de ce que je vais leur conseiller. Et malheureusement, il y a 40% qui sera mis à côté. Donc la rémission ne peut pas être immédiate, elle va être progressive. Mais si vraiment il est respecté de A à Z, chez un chien, la rémission est immédiate. À partir du moment où il comprend, un chien, vous lui dites assis, à partir du moment où c'est clair, il comprend très bien, il se met assis. Si vous lui dites assis, couché, là tu bouges pas, surtout tu restes là. Mais pour un chat, c'est difficile de dire assis. Pour un chat, c'est beaucoup plus difficile. Pour un chat, c'est beaucoup plus difficile. C'est un animal très captif, le chien, finalement. Tout ce qui l'environne. Toujours très. Il fait maintenant aujourd'hui, on dit qu'il fait vraiment partie intégrante de la famille, quoi. Et ça a toujours été. On a dit que le chien a été chien d'utilité, mais il a toujours été là pour être la compagnie de l'homme depuis toujours. Même dans les vestiges préhistoriques, on retrouve que le chien était enterré avec certaines personnes. Ah oui, exact, Donc, quoi, il était vraiment le chien domestique, quoi. Il était pris pour être le compagnon. René ? Est-ce que vous intervenez dans le choix de la race d'un chien? Est-ce que des gens viennent vous voir en disant « j'aimerais avoir un chien comme ça, ainsi de suite » Avant d'avoir le chien. Avant d'avoir le chien. Oui, maintenant je vais rectifier juste une petite chose. Oui, vas-y. La race, pour moi, n'est pas un facteur de choix. D'accord. Ouais. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la nouvelle loi sur les chiens catégorisés, on a catégorisé des chiens selon une race. C'est pas parce que mon chien est de telle race qu'il va être agressif. Oui. Ça, j'en suis. Faut pas généraliser. Donc, Faut pas généraliser. oui, effectivement, je leur conseille. Bon, qu'est-ce que ils viennent me voir souvent. Bon, on a un chien, on voudrait un chien, on sait pas trop quoi prendre comme chien. Je leur dis déjà, est-ce que vous avez une idée de la race qui vous plaît? Après, qu'est-ce que vous recherchez dans un chien? Tout le monde vous dit, je veux un chien gentil qui ne mord pas, qui n'est pas agressif. Voilà. C'est ça. Donc après, n'importe quel chien a cette capacité-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des chiens qui vont demander plus d'exercice d'autres, des chiens qui vont être plus des chiens d'appartement. Après, ça va être aussi par rapport au mode de vie de la personne. C'est vrai que je vais leur conseiller des fois des races qui sont plus faciles, qui demandent un peu moins d'exercice et de choses comme ça, mais la race n'est pas vraiment un facteur de choix. Il n'y a pas de deux chiens identiques? Il n'y a pas de deux chiens identiques. Même dans la même race, c'est comme il n'y a pas deux personnes identiques. C'est vraiment chaque être est différent. Et c'est ça qui est intéressant dans mon métier, parce que chaque cas que je rencontre, bien souvent, on a à peu près la même ébauche, quoi. Mais finalement, chaque histoire est différente, quoi. Pour moi, c'est même pas des cas, c'est une histoire, quoi. Chaque histoire est vraiment différente, quoi. Donc on ne peut pas généraliser ce que vous disiez tout à l'heure. Non. En fait, il n'y a pas de recette. Dans mon métier, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, oui, mon chien mort ou mon chien fugue, donnez-moi un truc. Je veux dire, il n'y a pas de truc, c'est vraiment
savoir comment il se comporte dans la famille, qui va me permettre de dire, bah voilà, il fume parce qu'il se passe ça. Ouais. Il est agressif parce qu'il se passe ça. Son comportement, c'est toujours une réponse à son environnement, en fait. Oui. Ouais. Et vous n'avez jamais besoin d'aller voir à domicile comment ça se passe. Il vous suffit de rencontrer les gens. C'est pas nécessaire. Ouais. À partir du moment, bien souvent les gens, c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. Pourquoi vous venez pas chez nous pour voir comment vit le chien? Vous verrez qu'il détériore les coussins, qu'il détériore ceci. À partir du moment où j'interviens dans la maison, je modifie déjà l'environnement du chien. Donc déjà, ce que je vais voir, ce ne sera pas objectif, vu que je suis déjà un élément perturbateur dans la famille. Donc quand je reçois que les propriétaires en tête-à-tête, je ne viens pas perturber le système. C'est vraiment eux qui me racontent ce qui se passe. Et c'est vraiment les interlocuteurs privilégiés. Il n'y a qu'eux qui peuvent me dire comment que ça se passe. Et c'est ça qui est important dans mon travail. René, attendez, juste René, on reprendra notre dialogue tout à l'heure avec Eric Mantovani. On va parler de la maison des écrivains. Vous notez la question comme ça, vous en souvenez. Exactement, c'est ce que je fais parce que je vais oublier, vous savez, la mémoire maintenant. Il y a un âge où ça s'en va. Elle n'arrive pas à lire. Alors on va partir à Saint-Gilles. Alors on va partir à Saint-Gilles. Pour rappeler, chaque semaine, tous les 15 jours, vous nous présentez un personnage, un lieu, un monument fait. du dans la littoral marine, vendéen. des fois, c'est un peu embêtant parce que ça va du naufrage à tout ce qu'on veut, mais bon. Alors là, aujourd'hui, on va parler d'une maison que vous connaissez bien, parce que c'est vous qui la gérez. Voilà, la maison des écrivains de la mer, et puis surtout, quelque chose qui devient important, même sur le plan national, c'est assez curieux, du reste, cette maison des écrivains de la mer qui est unique sur la planète, puisqu'il n'y en a pas d'autres, c'est le seul site littéraire dédié à la littérature maritime, eh bien, commence à être connu en France, c'est pas mal. Ça grossit. Ça grossit, quoi. Je ne parle pas de moi, je parle de la maison. Donc, ça devient un lieu incontournable. Alors, pour la Vendée, les Pays de Loire, la commune de Saint-Gilles, ça devient un lieu incontournable de la littérature. Et alors, cette année, on a eu une grande surprise, puisqu'on a des expositions. Il y a des gens, c'est pas vieux, il y a 3 jours, qui m'ont dit, on est resté parce que c'était fermé et on a attendu que ce soit ouvert. Alors, on s'est dit, tiens, ça commence à changer. Des gens qui étaient d'Auvergne, du reste. Et puis d'autres qui viennent en disant, on a entendu parler, on voudrait voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher quoi, en fait, dans la maison? Peut-être... alors, ce qui est un peu embêtant dans la maison des écrivains de la mer, c'est les tranches d'âge. On voit surtout une tranche d'âge qui a lu beaucoup de romans maritimes, en commençant par, évidemment, l'éternel Stevenson. En plus, vous voyez l'emplacement, là, qui est quand même magnifique. On est face au large, entre la terre et la mer. Donc, grâce à la commune de Saint-Gilles, on a cette charmante maison. Et on vient chercher des souvenirs, des souvenirs d'évasion. Quand vous êtes au lycée, vous avez 13 ans, il y a une bibliothèque, vous prenez l'île au trésor, vous changez votre comportement. Au détriment des études, mais ça, c'est pas bien grave, quoi. On part rêver. Ça sent le vécu, un peu. Ça sent un peu le vécu, du reste. Oui, c'est ça. Donc, cette maison des écrivains de la mer, au point de vue littéraire, commence à prendre une place importante. Là, vous voyez la bibliothèque. La bibliothèque, là, on a réuni 60% de la littérature maritime. On peut prendre. Alors, on peut consulter. Pas prendre pour l'instant, parce qu'il y a des ouvrages qui sont rares, mais on peut consulter, on peut nous contacter. Si vous avez besoin, pour la presse, d'un article de presse, il n'y a pas de problème. L'autre fois, c'était la ville de Marseille, vous voyez. Mais un particulier, par exemple, qu'est-ce qu'il... Un particulier, il dit, voilà, moi je voudrais venir passer une journée chez vous, mais je précise toujours, il faut venir avec une idée. Il n'est pas question de venir comme ça, voir des bouquins. D'accord. Il faut venir en disant, tiens, Conrad m'intéresse, est-ce que... on peut venir chez vous pour le découvrir un peu mieux. Alors ça, c'est une bonne démarche. Il y a toujours quelqu'un avec qui on peut échanger dans la maison sur... Il y a toujours quelqu'un. Association, qui dit association dit bénévolat. Bénévolat, donc disponibilité quand même un peu réduite. Mais s'il y a une demande précise, pour des groupes ou pour des gens ou pour des journalistes ou j'en sais rien, moi, des professeurs, des étudiants, il n'y a aucun problème, il y aura quelqu'un. Et en principe, ce sera moi, parce que, je maintiens un peu le sujet, c'est vrai. On va voir aussi la photo de quelqu'un qui est assez connu, qui est très connu, c'est le secrétaire général de l'Académie Goncourt, qui vous a apporté son soutien en fait dès le début. Alors, le secrétaire général de l'Académie Goncourt, que vous voyez à côté du maire de Saint-Gilles, du reste Didier Decoing, c'est quelqu'un qui est... Non, au début, moi, je ne le connaissais pas. Et puis, je l'ai rencontré à Bourges. Et comme j'avais une exposition qui était les Goncourt face au large, c'est-à-dire les prix Goncourt face au large,
eh bien, on l'a invité, il est venu. Et puis maintenant, je m'honore d'être un de ses amis et je suis extrêmement content parce que c'est un personnage qui vaut le coup. Très attachant, oui. Très attachant. Et on fait en sorte tous les ans de rencontrer quelqu'un. Cette année, c'était le petit-fils d'Henri de Montfred, Marc Latam, qui nous a parlé de son fabuleux grand-père, à ne pas suivre, puisque la piraterie existe toujours. Henri de Montfred qui était, en 2 secondes? Henri de Montfred, donc un aventurier, le pirate de la mer Rouge, le trafiquant du hashish, la croisière du hashish. Donc vous aurez l'occasion de reparler un moment. Et j'aurai l'occasion de reparler de ça. Donc ça, c'est important. Alors cette maison, ce n'est pas aussi qu'une exposition et une bibliothèque, c'est aussi des travaux, donc des travaux de recherche. Donc on cherche, il y a des gens qui nous demandent, moi j'aimerais bien faire une étude, je prends un exemple, par exemple Tintin et la littérature maritime. C'est vrai que Tintin c'est très maritime. Là, on les aide à ouvrir des dossiers, essayer de monter un dossier, parce que ça nous intéresse, l'association. Là, vous voyez, par exemple, Henri de Montfred, dans Tintin, cette image, tout le monde la connaît. Et moi, j'ai découvert que c'était Henri de Montfred, je ne le savais pas au départ. Ah, qui est dessiné? C'est Henri de Montfred, là, qui est dessiné. Ouais, c'est Hergé qui prend Henri de Montfred comme exemple, puisque le gars, je ne sais plus son nom, là, est sur un boutre, et il a récupéré Tintin, si mes souvenirs sont bons. C'est quel album? Je crois que c'est Tintin. Dracable Rouge? Non. C'est les cigares du pharaon, il me semble. Les cigares du pharaon. Il me semble. Mais pas sûr, mais moi, il me semble que c'est les cigares du pharaon. Donc là, vous voyez, on aime bien dans cette maison aussi chercher l'origine. J'ai par exemple, vous qui êtes avec les chiens, on a toute une collection de bouquins de chiens de mer. Alors, ce n'est pas les chiens de mer, les petits poissons et tout ça, c'est des chiens qui ont navigué. Donc des chiens assez extraordinaires que des fois ils loupaient l'appareillage et vous reveniez un mois après en retour de voyage et il était sur le quai, il vous attendait. Vous voyez, des choses incroyables. Et ces chiens de mer, moi j'en ai connu à bord des cargos, j'en ai connu dans la Marine nationale aussi. Des chiens qui avaient du reste dans la Marine nationale une propension assez curieuse, ils buvaient de la bière. Mais bon, pourquoi pas. Avec les matelots, ils s'envoyaient une petite bolée le soir. Là, c'était assez drôle. Vous nous reparlerez tout à l'heure dans la deuxième grande partie, après les titres et la météo, d'un autre personnage vendéen. D'un autre personnage vendéen, un écrivain qui est décédé depuis quelque temps, mais qui a marqué aussi l'histoire. Qui a marqué l'histoire vendéenne, maritime, historique, maritime, et puis littéraire, puisqu'on a découvert depuis peu que c'est quelqu'un qui écrivait des romans et on ne le savait pas. Alors on va marquer une pause. Alix, dans un instant, très zen, le yoga, et puis on reparlera avec notre invité Cédric Mantovani, qui est comportementaliste de nos amis les bêtes, les chiens en l'occurrence. À tout de suite. Il vous faut 2 millions de blocs de béton, monsieur Camon. Tout en Camon. Et pour la livraison, je vous mets tout en camion. Pour vos travaux, Réseau Pro, Bois et Matériaux. Assorama, l'Observatoire de la vie associative, accompagne les associations dans leur création, leurs projets et leur développement. Assorama propose des conseils juridiques, administratifs et financiers et organise des formations pour les dirigeants et bénévoles associatifs. Retrouvez Assorama et les associations de Vendée sur TV Vendée dans Assomag, le magazine des associations. Bienvenue dans le Morbihan. Bienvenue dans le Morbihan, la Bretagne côté sud. Info sur morbihan.com. De
retour sur le plateau de la grande émission avec notre invité du jour, Cédric Mantovani, qui est comportementaliste. Autrement dit, il tente, il essaye, il réussit souvent à résoudre les problèmes relationnels entre les propriétaires, les maîtres, on va dire, et leurs chiens. On va rediscuter avec vous dans un instant. D'abord, on sait, Alix, que vous êtes une fille extrêmement zen et vous allez nous le prouver à nouveau aujourd'hui. Tout à fait. Ça se voit au premier coup d'œil. Mais peut-être, on progresse. Ah ben peut-être, oui, tout à fait. À vos côtés, c'est normal. Non, mais à la fin de l'année, Oui. à la fin de l'année, je serai complètement zen parce que j'ai décidé d'explorer tous les moyens de se faire du bien. Oh, bah, Alors Voilà. j'écoute. Et ça commence aujourd'hui par le yoga. Donc, est-ce que quelqu'un ici pratique le yoga? Si, sur le divan, je dors. D'accord. Donc on va rejeter finalement, quelques c'est pas bases très bien pour ce que c'est que le Jean-Pascal. yoga. Mais non, mais Non. tout le monde entend Ouais. parler du yoga, mais on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, René? Oui, je sais ce que c'est, mais bon, moi, Alors. avant de le pratiquer, je me vois mal dans la position du lotus pendant 3/4 d'heure ou Eh 3 bien, jours. Ça, ce sont des idées reçues. Il n'y a pas besoin Mais bien sûr. forcément de se mettre dans la position du lotus. D'ailleurs, ouais. le yoga, c'est ça qui est vraiment très bien, c'est qu'on s'adapte. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités musculaires particulières et C'est un sportives. état, le yoga, plus qu'une... C'est un état. On cherche à être en yoga, c'est-à-dire à harmoniser sa tête et son corps. Vous savez, souvent, notre mental, il est pollué par des tas de petites choses, les soucis du quotidien, des collègues, enfin des... Voilà. Vous savez ce que c'est. C'est Hein. une grande pollution. Donc l'idée du yoga, en fait, c'est d'essayer de comprendre ses émotions, de les accepter et de vivre dans l'instant présent. La professeure de yoga, Madame Chaplet, Marie-France, que j'ai rencontrée au Poiré, m'a dit une petite phrase. Elle dit « Le passé, c'est de l'histoire, le futur, c'est le mystère, et le présent, c'est un cadeau ». Eh bien, ça résume... Ah, c'est beau, hein? Notez, Jean-Pascal, notez. Il faudrait que faudra reprendre l'émission. Ben, ça résume assez bien la quête du yoga, c'est-à-dire essayer de profiter d'être dans l'instant présent. Alors là, on a vu le Hatha Yoga, parce qu'il y a plusieurs dimensions du yoga. Donc le Hatha Yoga, c'est des exercices de respiration et de posture qui vont permettre de se détendre et de se concentrer pour lier le mental à son corps et vivre bien l'instant présent. On regarde quelques postures et on en rediscute après. Plus on avance en yoga, plus on peut tenir la posture. Le but de cette pratique, c'est vraiment de rendre un peu plus paisible ce mental pour vivre pleinement l'instant présent. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Des techniques de relaxation, d'énergisation Des choses toutes simples, une petite séance de base que l'on peut pratiquer le soir avant de s'endormir pour détendre et puis pour se préparer à passer une bonne nuit et pour être bien là. Première étape, apprendre à se détendre, c'est quand même très important. Et les gens viennent au yoga pour ça, souvent. On va commencer par une posture allongée. La plupart du temps, on commence par ça pour couper un petit peu avec l'extérieur. J'ouvre les bras. Alors, je tourne plutôt les mains vers le haut. Voilà. Je peux fermer les yeux. Et puis, j'essaie de sentir comment est mon corps, s'il est tendu. J'essaie de sentir ce que me dit mon corps. Quel état dans lequel je me trouve. Là, je suis pas mal, hein? Petit temps, j'observe si mon mental est agité. Toujours. Si ça toujours pense, agité. les tensions, si elles existent, je les accueille. Je vois cette réalité. On va faire un petit exercice de conscientisation de la colonne vertébrale, de mobilisation des articulations. On essaie d'avoir les cervicales dans le prolongement des dorsales. Tête bien dans l'axe, menton rentré, dos plat. Je respire calmement, toujours par les narines. Je m'étire consciemment. Et lorsque j'ai besoin d'inspirer, je remonte à quatre pattes. Je remonte à quatre pattes. Et je retrouve le dos bien plat, la tête dans l'axe. Donc là, je propose un mouvement qui est un mouvement très classique, le chat, dit le chat et le chien, pour mobiliser la colonne vertébrale. Alors j'inspire, expire. Je pousse sur les mains. Je rentre la paroi abdominale. Je fais le gros dos, le chat, menton rentré. Et lorsque je vais inspirer, je vais
effectue un petit mouvement de bassin, je creuse au niveau des reins, entre les omoplates et je pousse le menton vers l'avant. Puis je peux profiter d'une expiration pour détendre dans la posture dite de la feuille pliée. Alors j'ouvre un petit peu mes genoux, je place les bras de part et d'autre du corps, je relâche bien la tête, je relâche bien la nuque, je relâche bien les épaules. Respiration plutôt abdominale. Je sens la zone lombaire qui est mobilisée en douceur. J'avais jamais pensé à me mettre comme ça, mais on est super bien en feuille pliée. Oui, c'est très agréable cette posture. C'est très détendant. Tout est détendu. Ça détend la zone des reins. Quand on a mal au dos, cette posture, elle est très très bénéfique. Mais vous avez vraiment dormi Non, on ne dort pas, mais on se concentre. Ça vous a vraiment détendu? C'est vraiment une détente immédiate. Bon, après, ça se travaille dans le long terme. Là, on a une détente immédiate. Je veux dire, pour essayer de lier son esprit, son corps, de sentir vraiment l'instant présent, c'est de la pratique sur du long terme. Mais c'est vrai que le yoga, ça va favoriser donc la détente mentale, musculaire, la souplesse. C'est bon pour améliorer ses capacités respiratoires. C'est une vraie source de bien-être. Et ce que j'ai trouvé génial, ce que je trouve toujours génial d'ailleurs, c'est que ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son âge, ses capacités. Jean-Pascal me disait pendant l'extrait, mais moi je suis pas assez souple. Il n'y a pas de question de je suis pas assez souple. Si tu n'es pas assez souple pour aller loin, tu rapproches tes bras. Il n'y a vraiment pas de quête du mieux, de la perfection, de la compétition. C'est vraiment chacun son rythme et ça s'adresse à tout le monde. Donc pour ceux qui auraient envie d'essayer, ils peuvent appeler Marie-France. Il faut se dépêcher parce que ces cours vont bientôt être pleins. Et puis pour ceux qui ne font pas les choses à moitié, j'ai cherché des gens qui proposaient des stages carrément. Et donc à Saint-Hilaire-de-Riez, il y a une dame qui propose des stages de 5 jours. Donc ça va de 550 à 1000 euros quand même. Oui, c'est une somme. Mais par contre, on est pris en charge pendant les 5 jours. C'est-à-dire repas, coucher... yoga, détente. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui voudraient vraiment y aller à fond. Finalement, le yoga, c'est juste s'occuper un petit peu de soi et puis s'écouter un peu. Ça vous a tenté, René? Non, moi je pense que assez zen. Il y a le yoga à la française, la bonne cuisine de notre ami, par exemple. Ça suffit largement pour se détendre. Pour se détendre, je trouve ça très bien. Je suis cette discipline. Moi, je suis un peu trop je suis votre disciple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je ne suis pas sans intérêt pour ce genre de choses. Mais vous n'avez pas besoin. Vous ressentez pas le besoin. J'en ai pas besoin. Non, mais c'est ça, il faut ressentir le besoin de détendre. Je suis très heureux de vivre. Voilà. Ça suffit. Merci beaucoup, Alix. Cédric Mantovani, donc comportementaliste qui s'occupe des relations entre l'homme et le chien. Est-ce qu'il y a une race plus prompte à mordre qu'une autre? Non. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas catégoriser une race, dire oui, ce chien-là est mordeur. Mais pourquoi un chien obéissant peut être amené à mordre à un moment donné son maître ou une personne alentour? Un changement, vraiment un changement de situation, quelque chose qui va lui causer un stress. À partir du moment où c'est pas compliqué, même votre chien, n'importe lequel, il y a un test simple à faire. Vous le calez dans un coin de mur, et puis vous arrivez vers lui de façon agressive. Donc ce qu'il va faire, la première chose, il va se soumettre totalement. Il va baisser les oreilles, il va se mettre dans un coin, il va rester prostré. Si vraiment vous continuez, alors ça marche beaucoup mieux quand c'est quelqu'un d'étranger. Si vraiment vous continuez et que le chien n'a pas possibilité de s'enfuir, soit il se fait totalement sur lui, il est totalement frustré et là vous cassez le chien, ou soit il va adopter une conduite agressive. Parce qu'il est pris au piège, sa seule façon pour lui de répondre, c'est d'agresser. Donc bien souvent, les agressions qui arrivent, c'est que le chien n'a pas compris le message. C'est que pour lui, le message n'a pas été clair, donc il passe dans une phase d'agression. Alors il faut savoir que les phases d'agression, en général, le chien il prévient. Il va avoir le regard, il va avoir la posture, après il va avoir le chien qui grogne. Alors, selon certains chiens, ça peut aller très très vite, ça peut aller du dixième de seconde. C'est je vais te regarder de travers, j'ai les oreilles qui se mangent, hop, et j'attaque. Donc, mais en général, tout ça, avant une agression, c'est bien présent. Quand on parle d'agressivité pure et dure, il faut savoir que l'agressivité, c'est une pathologie mentale. Aujourd'hui, quand on dit mon chien agressif, bien souvent, c'est il a des conduites agressives. L'agressivité, ça serait vraiment dû à une pathologie mentale. Ça veut dire je suis agressif tout le temps et pour tout, avec tout le monde. Donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment autre chose, c'est même plus du domaine du comportementaliste. René, vous avez une question? Alors, moi, j'ai une question assez simple, c'est les chiens qui sont à la SPA.
Beaucoup de gens vont chercher des chiens là. Donc ce sont des chiens qui ont été choqués, il y a eu quelque chose. Comment ça se passe, comment est le chien, comment est le maître, comment il faut faire parce qu'on voit ces chiens, évidemment, c'est les yeux qui vont nous attirer, et puis on va dire on va prendre celui-ci, mais comment est-ce que ce chien a une reconnaissance? Est-ce qu'il a, je ne sais pas. Alors j'interviens souvent, hein, notamment pour des gens qui veulent adopter ou qui ont déjà adopté et après qui se retrouvent avec des chiens problèmes. Aujourd'hui, c'est pas évident d'établir ce que j'appelais tout à l'heure le profil comportemental, parce qu'on n'a pas de passé du chien. Quand j'établis le profil comportemental, je demande d'où vient le chien, son élevage, est-ce que c'était un gros élevage, est-ce qu'il a eu énormément de stimuli quand il était jeune. Tout ça, chez un chien adopté, je l'ai pas, j'ai pas son passé. Donc, c'est vrai que guérir totalement un chien de SPA qui a des problèmes d'agressivité ou des problèmes de fugue, c'est difficile, très difficile. Maintenant, je veux dire, on peut améliorer les choses. Maintenant, de là à les faire totalement disparaître, c'est pas gagné, quoi. Justement, c'est une question intéressante. Quand on va chercher un chien dans un élevage, comment on choisit le chien? J'ai entendu dire un jour à une comportementaliste que finalement, il ne fallait pas forcément être attiré par le chien qui était le plus en retrait, celui qui finalement faisait un peu triste, mais au contraire celui qui était le plus sociable, qui vous sautait directement au cou et qui... Alors, ce qu'il faut déjà regarder, qui est important, que le chiot ne soit pas tout seul dans sa portée. Ouais. Déjà, pour qu'il ait énormément de stimuli, il faut que ça soit une portée qui soit assez importante. Bon, à partir de 2 chiots, c'est bon. Après, il faut la localisation de l'élevage. Malheureusement, aujourd'hui, les éleveurs sont obligés, pour en vivre, de faire des élevages intensifs, d'être assez éloignés au niveau réglementaire, assez éloignés des habitations, des choses comme ça. Ils n'ont pas les bruits ambiants. Seul problème, c'est que les chiots ne sont pas assez stimulés, ton chiot, et ça peut être des causes de stress arrivées à la puberté. Donc, il faut essayer de trouver quand même un élevage qui n'est pas trop isolé, ou dans lequel l'éleveur fait énormément de stimuli à ses chiots. Ça veut dire des bruits extérieurs, des bruits d'aspirateur, des bruits de machines, où il a le contact avec des étrangers, les enfants, les choses comme ça. Et c'est vrai que le chiot, donc un chiot qui a été bien sociabilisé fera plutôt un bon chien, a priori. Oui. Plus il est sociabilisé, plus il y a de chances de... Quel est le bon âge pour prendre un chiot? Parce que souvent on prend des chiots trop tôt, qui ne sont pas sevrés. À quel âge est-ce qu'on peut prendre un chiot? L'âge réglementaire aujourd'hui c'est 2 mois. On ne peut pas prendre un chiot avant 2 mois. Maintenant, s'il est dans de bonnes conditions, si c'est un élevage familial, qu'il est au sein de la famille, qu'il est en contact avec les enfants, que le chiot est né vraiment au sein de la famille, qu'on s'en occupe tous les jours, moi je dis 3 mois c'est l'idéal. Il aura tous les stimuli, sa mère lui aura appris tout ce qu'il fallait, les autres chiots de la fratrie aussi. Maintenant c'est vrai que si c'est dans un élevage, comme disais tout à l'heure, qui est isolé et tout, dans ces cas-là il faut l'adopter au plus tôt, dès 2 mois. Et ne pas hésiter à le stimuler dès que vous l'avez. René, puis Jean-Pascal après. Oui, René. Une question simplement, je vais commencer mes cours de yoga, est-ce que mon chien peut m'accompagner et prendre des cours de yoga avec Jean-Pascal, vous avez si on parle à mon chien, je vous tiens au courant. Mon agressivité là. Mais, je reviens à l'agressivité, moi. Alors, c'est en fin de compte, arriver à une certaine agressivité, est-ce que vous ne pouvez pas travailler en partenariat avec un dresseur? Parce que... Alors, il voit l'échec autrement, ce pauvre chien. Ouais, le dressage, c'est vraiment complémentaire du comportementaliste. Aujourd'hui, ce qui nous pose un peu problème, nous, comportementalistes, c'est que le dressage, il ne faut pas que ce soit un dressage que j'appelle le dressage académique. À partir du moment où vous dites à un chiot assis, qu'il est assis, la réponse, vous l'avez obtenue. Le problème dans un dressage, c'est un dresseur, bon, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Loin de moi d'accuser les dresseurs, mais on veut que ce soit un dressage académique. Donc c'est je m'assois, je suis au carré, je suis bien assis à tes jambes. Non, c'est pas ça. Le chien, lui, on lui dit assis, il a compris, il s'assoit. Peu importe où il est. Et quelque part, c'est ce que demande aussi le propriétaire. Quand il va voir un dresseur, il demande « j'ai envie que mon chien obéisse ». À partir du 1er janvier, tous les propriétaires de chiens dits de première et deuxième catégorie, qui sont en fait des chiens d'attaque, de garde ou de défense, devront avoir un permis. C'est obligatoire. Faire un comportement, établir un comportement du chien et puis également suivre une formation théorique de 7 jours. Tout ça, c'est un coût, évidemment. Vous pensez que c'est une chose nécessaire ou c'est déjà catégoriser finalement les chiens? Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chien gentil, pas de chien méchant. Alors c'est vrai que c'est déjà catégoriser les chiens. Maintenant, la nécessité du permis. Je pense que pour certains propriétaires qui ont ce type de chien, c'est vrai que c'est pas si stupide que ça. Ouais.
Maintenant, ce que je trouve dommage dans la loi, c'est qu'on a dit, oui, voilà, certains chiens, le Pitbull, l'American Staff, le Tosa, tout ça, c'est des chiens, de toute façon, selon leur race, ils sont destinés à être agressifs. Ça, c'est totalement faux. Moi, je tiens une pension canine. Des American Staff, on en a tous les ans. Et ils sont adorables. Des Rottweiler, exactement pareil. Seul problème, c'est que les médias aujourd'hui, à chaque coup qu'il arrive un accident, on en fait une publicité monstre. Parce que effectivement, ces chiens-là, quand un caniche va mordre. Et le caniche mord beaucoup. Le caniche mord beaucoup. Comme le labrador aussi. Il faut savoir d'ailleurs, par rapport aux statistiques, que le labrador est quand même le chien le plus mordeur en France. Aujourd'hui, il y a plus d'accidents de morsure avec les labradors qu'avec un American Staff, un Pitbull ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça dommage d'avoir catégorisé des chiens. Est-ce que c'est pas aussi cet élevage? Parce qu'on a remarqué que les bergers allemands, il y a 15-20 ans, 15-20 ans, c'était vraiment agressif, parce qu'il y avait cette passion d'avoir un berger allemand, comme il vient d'avoir la passion des labradors. Moi, j'ai eu un labrador exceptionnel, mais c'est vrai que tous ces croisements et puis cet engouement à une race, ben, je pense que ça doit amener, je veux dire, ce comportement. Effectivement, très vite, parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais. Jean-Pascal, ça va être à vous. Vous apportiez un peu de douceur. Un peu de douceur. Alors, je vais parler de sirop maison de pêche de vigne. Parce que actuellement, nous avons les fruits de saison. Qu'est-ce que nous avons? La pêche de vigne. Et l'autre? La mûre. La mûre. Donc, c'est très facile. Mais je vais vous donner une recette très facile à comprendre. Quand vous avez, pour faire un sirop maison, de fruits à noyaux, et de fruits à grains. Comme la mûre, c'est des fruits à petites graines. Donc, on ne travaille pas le sirop de la même façon. Pour le fruit de la pêche, il y a un noyau, on fait fondre le fruit à chaud avec un peu d'eau. Mais pour le fruit à petits grains comme la mûre, comme le cassis, pour faire un sirop, on fait macérer pendant une nuit le fruit avec de l'eau. Les mêmes quantités. Sans sucre. Sans sucre pour le début. Juste dans l'eau? Juste dans l'eau. On fait fondre d'un côté la pêche, on fait macérer la mûre de l'autre côté. Et quand vous faites fondre la pêche, vous la faites fondre avec du sucre? Avec de l'eau, tout simplement. Toujours de l'eau, un peu d'eau de macération ou un peu d'eau de cuisson. D'accord. Deux choses. Une fois que vos pêches sont fondues, là, vous mettez la même quantité de sucre. Autant de sucre. Et vous recuisez. La quantité de sucre qu'il y a de fruits. Et vous recuisez à 103 degrés ou 2 minutes après l'ébullition. Avec le petit thermomètre qui va bien. Et pour la mûre, le lendemain matin, vous pressez vos fruits qui ont été macérés dans cette eau. Et la même chose, vous mettez autant de sucre que de jus de fruits. Là, elle veut nous servir. Agressivité, comportementalisme. Là, ça va mal. Elle veut nous servir et elle a raison parce que comme on arrive vite à la fin de la première partie, on va vite servir. Alix, serre et puis continue à nous expliquer, Jean-Pascal. Oui, alors ça, c'est le sirop de fruits pur. Pour l'en prendre pour faire plaisir aux enfants ou aux grands-enfants, l'après-midi, vous ajoutez 5 à 8 volumes d'eau. Parce que là, elle est concentrée. Ah, elle est très concentrée. Très concentrée. Là, c'est sans eau, là. C'est pour déguster. C'est sans eau, c'est pour déguster. Ah oui, il faut en mettre autant. C'est vrai. Non, parce que là, vous allez avoir le sucre pur du fruit. D'accord. On va faire passer le verre pour... Alors, vous avez saisi les petits grains. On macère. Ah, c'est que la table est grande maintenant, ça va être difficile. On macère, quand vous avez les cassis, les mûres, on macère avec de l'eau et on cuit avec de l'eau. Je me risque à vous le faire glisser, voilà. Et pour les pêches, on fait fondre. D'accord. La réussite d'un sirop, c'est une fois qu'il a été recuit avec le sucre, c'est d'écumer. Autrement, vous n'allez pas conserver votre sirop. D'accord. On peut goûter? Vous goûtez. Ça, c'est pêche? Pêche de vigne. Pêche de vigne. Donc c'est très concentré. Ah oui, mais là, normalement, on rajoute un peu d'eau. Oui, mais c'est pas la dégustation. Ouais. Vous me faites répéter, là, Stéphane. Est-ce qu'on peut mettre du mousseux? C'est un sirop c'est pas pareil. Pour les enfants et les grands-enfants. C'est très pour l'après-midi. On ne parlera pas d'alcool aujourd'hui. Non, mais c'est comme un sirop classique. Vous mettez au fond du verre et mettez de l'eau par-dessus. Elle n'a rien compris. Non, les sirops de synthèse. Si on verse là-dedans. On ne parle pas des sirops de synthèse, menthe, grenadine, orgeat, à sirop d'orange. Moi, je vous parle d'un sirop de fruits frais. Maison que j'ai été accueilli. Voilà, je pense qu'elle a compris là, votre agressivité. Elle a bien compris. On va marquer une pause. Non, je ne suis pas agressif, je suis très gentil. Tout à l'heure, vous nous donnerez quelques trucs et astuces, Jean-Pascal. Salic Mantovani, on va vous remercier d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. On va avoir vos coordonnées s'afficher parce que vous tenez une pension canine.
À Bretignolles. À Bretignolles. Et puis, si on veut vous contacter, même coordonnées, en tout cas, si les gens qui nous regardent ont des problèmes de relationnel, en tout cas, avec leur animal. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer. On va marquer une pause. Dans un instant, la météo, les titres du journal. Et on se retrouve après pour la deuxième grande partie de la grande émission avec nos 3 chroniqueurs, René Monnier-Beaumont, Jean-Pascal Vallée, Alix Lanos. Jean-Pascal, les trucs et astuces. Et puis René Monnier-Beaumont reviendra également sur un livre à vous conseiller cette semaine. Et puis notre invité, ce sera Romain Bonnet, un tout jeune comédien de 19 ans. À tout à l'heure. TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée.